débat matinal dont le thème est extrêmement ambitieux, mais nous avons des invités qui devraient pouvoir nous permettre de répondre dans un minimum de temps à un maximum de problématiques autour des métamorphoses de la guerre à travers les âges, qui est ce que nous avons décidé le sujet dont nous avons décidé de débattre aujourd'hui. Alors, nous devions avoir 4 invités, nous en avons 3, il y a peut-être un quatrième qui vient nous rejoindre. Je les présente à ma gauche Anthony Guillon, enseignant agrégé, docteur en histoire, et qui a consacré sa thèse aux tirailleurs sénégalais durant l'entre-deux-guerres, avant de retravailler le sujet et d'en faire un livre qui a été immédiatement salué par la critique et par le public sur les tirailleurs sénégalais, publié aux éditions Perrin, ce qui n'est pas surprenant parce que je dirige les éditions Perrin, c'est la table ronde des éditions Perrin. Donc c'est une caractéristique soviétique de ce débat qui sera réservé à des auteurs Perrin, même si nombre d'entre eux, et non les moindres, ont publié chez d'autres confrères éditeurs. À ma droite, Clément Houry, ancien élève de l'École des Chartes, docteur en histoire de l'Université de Paris-Sorbonne, directeur adjoint de la bibliothèque du Muséum d'histoire nationale d'histoire naturelle. Et Anthony Guillon est un spécialiste connu et reconnu de l'Ancien Régime, et en particulier du XVIIe siècle. Il a publié 2 livres marquants. D'abord, une synthèse historique, politique, diplomatique et militaire sur la guerre de succession d'Espagne, publiée aux éditions Talandier. C'était des élégances ne messiez pas. Avant de publier cette année une biographie du duc de Marlborough. Oui, mon accent anglais est tout à fait terrible, donc je ne prononcerai même pas sur la question. Marlborough. Qui, aux éditions Perrin, Marlborough étant considéré, mais on va en reparler, comme un des plus grands généraux de l'époque moderne, avec une tendance, ce sera aussi un des thèmes des débats, d'une histoire militaire qui a été très franco-centrée et qui mérite de s'ouvrir à de nouveaux regards, ce que fait également Anthony Guillon. Nous devions avoir avec nous David Fiasson, auteur d'un livre qui va sortir sur la bataille de Crécy dans la collection Champ de bataille dirigée par Jean Lopez, dont nous avons parlé. Mais David Fiasson étant souffrant et suspectant un Covid, a préféré, par civisme et à son grand regret, ne pas être là, parce que nous regrettons beaucoup, mais ça n'empêchera pas Jean Lopez de parler de cette collection. Alors je ne sais pas si on présente encore Jean Lopez, mais je vais le faire pour ceux qui ne le connaissent pas. Jean Lopez est à l'art militaire et à l'histoire militaire, ce que Simone Berthière et Jean-Christian Petit-Fils sont à la biographie. Louis Madelin était à l'histoire du Premier Empire, c'est-à-dire une référence. Il le doit à sa triple casquette, qui est vraiment extrêmement rare, à la fois d'être directeur d'une rédaction, du prestigieux magazine Guerre et Histoire, qui est aujourd'hui le magazine d'histoire qui a noyé le lecteur le plus solide, avec le journal d'histoire. Ça souligne et ça témoigne de la passion du grand public pour le fait militaire dans son ensemble, d'être aussi un historien renommé de la Seconde Guerre mondiale, en particulier auquel je ne peux pas citer tous ses ouvrages, parce que sans ça, 1 heure et demie, il n'y suffirait pas, mais parmi ses sorties récentes, j'en signale 3, une biographie de Joukov, qui a été très remarquée, qui en est à sa 3e version publiée chez Perrin, très remarqué également le récit définitif de l'opération Barbarossa, en près de 1000 pages, publié chez nos confrères des Passés Composés, et enfin, plus récemment, le hasard faisant tristement bien les choses, un récit absolument passionnant de la collection Champ de bataille, de la bataille de Kharkov en 1942, et il se trouve que Kharkov est Kharkiv, et que, évidemment, ce récit de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale sur les terres d'Ukraine, qui sont des terres qui ont vu passer et repasser les plus grandes invasions, s'est retrouvé qu'on était dans un cas typique où l'histoire télescopait l'actualité, et puisque l'histoire télescope l'actualité vient télescoper l'histoire, parce que j'ai cru voir Alain Frachon, je pensais que tu t'étais mis sur le second rang, qui était pour le boy de l'Ukraine. Alain Frachon, qui est chroniqueur de politique internationale au Monde, après avoir dirigé l'illustre quotidien pendant à 2 reprises pendant plusieurs années, et qui a publié un recueil de ses chroniques qui s'appelle Un autre monde, aux éditions Perrin cette année, que j'invite chacun d'entre vous à lire et éventuellement à relire. Entre autres, ça ce sera la dernière partie de notre débat sur les métamorphoses de la guerre, Alain Frachon, dans un éditorial qui fera date, qui sera cité dans 75 ans,
a été le premier à pronostiquer une très possible attaque de la Russie de Poutine en Ukraine, à l'époque sous une forme de rire amusé de la plupart des commentateurs. Alors vous allez me dire, comment va-t-on voyager à travers 2000 ans d'histoire avec les 4 spécialistes et laisser le rôle du modérateur, d'être bref, ça commence mal, et de laisser parler ses invités. Je voudrais qu'on commence par la fin, Jean-Baptiste, pour que vous nous disiez un mot, parce que dans les innovations, il y a une manière différente de raconter l'histoire, et vous êtes non seulement journaliste et historien, mais aussi éditeur, à ce titre directeur du MOOC de la guerre, et cette nouvelle collection Champ de bataille, qui se veut une innovation dans la manière de raconter et de comprendre la bataille. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot en quelques minutes de votre collection, dont je montre le premier opus, Kharkov 1942, et dont va sortir le second opus, Crécy. Alors, quel est le pari? Alors, traditionnellement, l'histoire bataille avait des caractéristiques bien définies. Elle était en général écrite, presque toujours, écrite par des militaires, des officiers supérieurs la plupart du temps, et elle se destinait aussi en général et en priorité à des militaires. Elle était extrêmement centrée sur ce moment très particulier d'un conflit qu'on appelle la bataille, et elle adoptait toujours le point de vue du chef. C'est-à-dire qu'on était en haut de la colline et on voyait se déployer les armées. C'était une reconstruction complète du point de vue d'un état-major, et ça se réduisait en gros aux aspects tactiques. C'était comme si un architecte nous décrivait la construction d'un pont. C'était vraiment ce point de vue étroitement technicien, vu d'en haut et concentré sur la bataille et sur le jeu des armes au sein de la bataille. Alors ça donnait des choses qui pouvaient être très intéressantes, mais cette histoire bataille traditionnelle, elle a été très vite... alors elle a connu un petit regain après la Première Guerre mondiale, parce que tous les généraux se sont empressés de livrer des ouvrages sur Verdun, la Somme, la contre-offensive de la Marne, la poussée finale de Foch en 18, il y a eu pléthore là, et puis petit à petit c'est tombé, c'est un genre qui est tombé en désuétude, qui n'a pas vraiment repris après la Seconde Guerre mondiale, sauf sur quelques ouvrages sur les blindés qui étaient très spécifiques. Et cette histoire bataille, elle a été très vite décriée, enfin les universitaires l'ont carrément ignorée, elle n'entrait pas pour eux, ne donnait rien, elle restait à la surface des choses, c'était une sorte d'écume qui ne pesait pas grand-chose finalement dans la narration d'une guerre. Et puis, on a vu se mettre en place très progressivement, d'abord dans les universités anglo-saxonnes, et même à la marge de ces universités, une nouvelle approche de l'histoire militaire. Alors, d'abord une approche qui était plus centrée exclusivement sur la bataille, mais sur le fait militaire en général, c'est-à-dire sur cette chose qu'on appelle une guerre, que je ne vais pas tenter de définir, parce que personne, curieusement, n'est vraiment parvenu à définir ce qu'est la guerre. Donc le fait militaire comme quelque chose qui saisit toute une société, pas seulement les hommes, aussi les femmes, et même d'une certaine façon, évidemment, ça sur les enfants, les enfants qui sont nés pendant les guerres ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui sont nés avant, ceux qui sont nés après, pour des raisons biologiques, culturelles, etc. Donc on saisissait un fait global qui faisait intervenir la démographie, la technologie, l'économie, l'histoire des mentalités, et puis à force de parler de la guerre, du fait militaire en général, on a oublié la bataille. On a laissé tomber ce qui avait été un peu démonétisé par l'approche purement militaire du 19e et du 1er 20e siècle. Et puis progressivement, on a vu s'installer, revenir, encore une fois du mouvement anglo-saxon, une nouvelle histoire bataille. Une histoire bataille qui intégrait ce qu'il y avait de bien dans la première approche, celle des militaires, le champ, on examine ce qui se passe sur le champ du combat, et en intégrant un certain nombre de données venues de la deuxième histoire qui prenait le fait militaire comme un fait culturel global. Et ça a donné des percées tout à fait significatives, comme celle de John Keegan, qui Faithful Battle, qui a
tenté, lui, de renverser un des axiomes de l'histoire bataille traditionnelle, à savoir qu'elle est racontée d'en haut, lui, il a essayé de la raconter d'en bas. En histoire antique, David Hanson, à son tour, a pénétré dans ce créneau en essayant de comprendre qu'est-ce que c'était que le combat de la phalange, hein, dans la Grèce ancienne. Et alors lui, il s'est livré carrément, c'est une force de la nature, en plus, ce gars-là, il s'est livré véritablement à une sorte d'archéologie corporelle de la bataille en convoquant ses étudiants, et il a découvert que le combat de la phalange, c'était exactement ce qu'en disait Xénophon, c'est-à-dire une poussée massive, comme un mêlée de rugby, avec, à cause de la disposition du bouclier, une sorte de dérive permanente vers la droite. Donc on est rentré là tout à coup dans quelque chose de tout à fait nouveau, et on a repensé la position de l'hoplite, qui est le fantassin lourd de cette époque-là. Et on est ainsi entré dans une histoire de bataille qui a laissé sa place à ceux d'en bas, qui a laissé sa place à des aspects culturels, qui a interrogé les sources de façon beaucoup plus précise, et qui a tenté de déconstruire le récit traditionnel qui était toujours largement, je ne sais plus quel auteur disait, la bataille c'est d'abord une bataille de papier, c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un à un moment donné, dans une optique avec une intention particulière. Donc on a déconstruit, comme beaucoup de choses, on a déconstruit la bataille. Ce que j'ai voulu faire dans cette collection Champ de bataille chez Perrin, c'est précisément faire état de toutes ces avancées en revisitant quelques monuments de l'histoire militaire. Là, nous avons Crécy qui vient de paraître, et bientôt nous aurons Verdun. Alors Verdun est aussi le cas archétypal d'une dimension supplémentaire que j'ai voulu intégrer à la bataille, c'est la dimension mémorielle. Les batailles sont des marqueurs. On déplaise à l'histoire quantitative, ce sont des marqueurs dans l'histoire des peuples, Verdun notamment, l'histoire de France, et pour les Français, même encore aujourd'hui, reste quelque chose de très particulier. Donc il est aussi. Alors, et pourquoi est-ce que certaines batailles demeurent des phares dans l'histoire des peuples? Pourquoi d'autres, qui sont plus importantes militairement, disparaissent purement et simplement, on n'entend plus parler? Pourquoi certaines sont l'objet de polémiques partisanes quasi permanentes? Pourquoi les pays ne partagent pas la mémoire de la même bataille, jusqu'au point où certains réclament une victoire, pendant que les autres réclament aussi une victoire? C'est un peu toutes ces approches nouvelles que j'ai voulu intégrer dans cette collection Champ de bataille. Je laisse la parole au modérateur. Alors après avoir présenté justement un peu l'originalité de l'approche et les nouvelles approches, on y reviendra à la fin, on va se livrer à un exercice, une sorte de pari, qui est de survoler l'histoire de la guerre en 30 minutes, puisque nous avons la chance d'avoir des spécialistes de périodes différentes. Vous avez évoqué la force herculéenne de la phalange, qui est la combinaison entre la puissance physique et un début d'organisation stratégique. Clément Houry, vous me disiez hier, lorsque nous préparions ce débat, si j'ai bien compris, du moins qu'on ne rendait pas assez suffisamment justice aux guerres de Louis XIV comme ayant été les premières guerres véritablement nationales et n'étant pas seulement une sorte d'exercice dans l'imaginaire collectif figé, panache, chevaux, pré-guerre en dentelle, tout ça est très gentil, peu de pertes. On me dit non, non, c'est pas du tout ça. Avec Louis XIV, on arrive déjà à l'antichambre, ce que nous connaissons maintenant, et je voudrais que vous développiez un petit peu ce point en vous appuyant sur votre remarquable biographie, qui est aussi originale parce qu'elle montre ce qui passe dans le camp d'en face. Effectivement, et c'est là où on voit à quel point le discours qu'on peut avoir sur un conflit oriente la mémoire de ce conflit. Si on regarde du point de vue des effectifs, effectivement, les guerres de Louis XIV ont déjà des effectifs extrêmement importants, en proportion aussi importante que les guerres de la Révolution, mais comme il n'y a pas le même discours sur la nation en armes, cette idée de guerre de masse a été complètement perdue. Donc pour repositionner, le règne de Louis XIV est évidemment très long. Il commence par la guerre de 30 ans et la guerre contre l'Espagne, avec des effectifs relativement limités. Bon, une bataille réunit 30 000 à 40 000 hommes. Et ensuite, au fur et à mesure que la France devient plus puissante et qu'elle étend
sa volonté de domination, Louis XIV va arriver à faire augmenter de façon drastique la taille de ses armées. On arrive jusqu'à 400 000 hommes sous les drapeaux dans les 2 dernières guerres du règne de Louis XIV. Et au début, ça lui permet de remporter les victoires que l'on connaît, mais évidemment, ensuite, toute l'Europe suit cette même logique, et on arrive à pendant la période de succession d'Espagne sur laquelle j'ai travaillé, à une situation d'équilibre, ce qui fait qu'effectivement, toute l'Europe se bat avec des effectifs très importants. Par exemple, la bataille de Malplaquet, qui est la plus sanglante bataille de cette période, c'est 160 000 hommes au total, de part et d'autre. Donc c'est des effectifs qui sont comparables à Austerlitz. En termes de pertes, c'est 40 000 hommes à peu près, donc c'est beaucoup plus qu'Austerlitz, et c'est presque autant que Waterloo. En termes de... Donc voilà, il y a énormément d'effectifs, mais ce qui explique cette massification des effectifs, c'est parce qu'on va mobiliser toute la population aussi. Sous Louis XIV, on invente la milice, qui est une forme de conscription, très schématiquement, et donc les gens sont tirés au sort ou désignés, il n'y a pas seulement des enrôlements volontaires, et on arrive à presque 3% de la population totale qui est mobilisée pour un conflit. Donc voilà, si on considère que, évidemment, on ne mobilise que les hommes et que bien sûr tous les hommes ne combattent pas, on a près d'un homme sur 10 ou un homme sur 15 qui se retrouve à un moment sous les drapeaux pour la société française. Est-ce que ça c'est une question qui peut être tout le monde, donc la guerre, est-ce que la guerre ça résume l'État et la croissance de l'État? Alors, effectivement, il y a une dialectique assez connue sur l'État. La guerre fait croître l'État et l'État augmente son emprise pour faire la guerre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en France au moins à partir de Richelieu. En fait, c'est quand, dans les années 1630, Richelieu dit à Louis XIII, voilà, on a 2 solutions. Soit on se lance dans une réforme intérieure du royaume, et donc on essaye d'alléger les impôts, de relancer l'économie, mais nous allons être encerclés par l'Espagne. À l'époque, en Espagne, ils sont en Italie, ils sont dans l'actuelle Belgique, donc effectivement, ils ont la Franche-Comté, donc ils encerclent complètement le royaume. Et donc nous devenons une puissance mineure, un peu vassale de l'Espagne, mais bon. Ou alors, on fait la guerre, et on y consacre toutes nos ressources, et il faut abandonner tout règlement du royaume. Et donc le choix de Louis XIII, c'est effectivement de se lancer dans le conflit, ce qui suppose d'augmenter énormément les impôts et de vivre d'expédients. Et en fait, cette logique de vie d'expédients, et donc on multiplie l'administration pour avoir un poids fiscal plus important sur la société, va amener justement cette énorme croissance à la fois des ressources de l'État, mais aussi des effectifs, qui va permettre à Louis XIV de faire ses guerres. C'est vraiment la guerre qui entraîne l'augmentation du poids de l'État sur la société. Et particulièrement, phénomène particulièrement valable en France, qui sera un fil directeur, où la guerre résume et raconte l'histoire de la croissance de l'État avec, j'ai envie de dire, son cousin germain qui est l'impôt. Voilà, l'un sur l'autre, c'est très bien montré dans l'ouvrage de Bertrand de Jouvenel qui s'appelle Du pouvoir, un livre assez formidable sur la croissance parallèle de l'impôt et de la guerre comme formateur de l'État français. C'est pas forcément le cas, je vais faire un petit avec la façon des États-Unis, qui est un État qui ne se bâtit pas sur la guerre à l'origine, sauf la guerre d'indépendance, elle ne me paraît pas être question de spécialisme. Non, mais dans cette histoire-là, je crois quand même que la guerre de sécession, 1860, 1865 à peu près, compte pour les historiens de la guerre et les gens qui réfléchissent sur la guerre, c'est pas vraiment mon cas, mais compte parce que c'est le début des guerres ultramodernes, avec des canons à tir à répétition, et c'est le début des guerres où on tire sur les villes, encore plus que d'habitude. Je crois que Atlanta a été rasée, par exemple, considérablement démolie. Et donc je pense qu'aux États-Unis, malgré tout, en dehors du poids de la guerre de sécession sur la vie politique américaine, qui se fait toujours sentir d'une certaine manière, notamment dans le sud historique, celui qui a voulu faire sécession. Mais la guerre de sécession, je crois, enfin, je pose plutôt la question aux historiens de la guerre, mais
Je pense qu'elle est un marqueur par le nombre de gens tués et la capacité nouvelle des armements. Et donc, il me semble qu'elle a un rôle dans l'histoire de la guerre de sécession. Sur le plan strictement, je veux dire, technique ou mécanique. On va revenir parce que donc, vous avez vu, le principe est celui du saut de puce. 17e siècle, naissance de la guerre nationale. 18e siècle, je pense qu'on sera tous d'accord, fausse guerre en dentelle, où c'est encore un des très grands champs historiographiques à explorer. Si Clément Lopez ou Clément Henry veut nous dire un mot, parce que pourquoi on vit sur cet imaginaire un peu ridicule, qui est un peu celui du film ridicule, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et comme vous l'avez dit, la guerre a déjà changé au XVIIe. Oui, elle est déjà meurtrière, évidemment, on n'est pas encore dans les carnages. Clément disait que sous Louis XIV, c'était déjà notable, 3% de la population masculine. De la population totale, ça fait 6% des hommes. Et concerné, la Première Guerre mondiale, ce sera presque 20% de la population française mâle qui sera concernée, et comme il convient évidemment d'étendre au-delà, une partie également de la population féminine va se retrouver impliquée massivement sur les arrières, dans les usines, etc. Il n'y a pas de comparaison tout de même. On assiste jusqu'en 1945 à une montée massive des effectifs au combat et à l'arrière pour soutenir le combat. Et à partir de 1945, on assiste à une décroissance très spectaculaire, plus ou moins rapide selon les pays, très rapide chez les Anglais, un peu moins chez nous parce qu'on a eu des guerres coloniales sur lesquelles Anthony va nous parler. Et on arrive aujourd'hui à un point très bas. L'armée française, aujourd'hui, l'armée de terre française, c'est en gros, pas dire de bêtises, je crois qu'Oyer m'avait dit que l'équivalent de 80 bataillons, là où il y en avait 400 en 1915. Et pareil pour l'armée la plus pléthorique en Europe, l'armée soviétique, qui est passée entre le moment où l'Union soviétique s'effondre en 1995, l'armée de terre était à 3,5 millions d'hommes. On est tombé à l'armée de Poutine, qui est une armée qui ne peut mobiliser que environ 140 à 150 000 en première intention. En février, quand il attaque, il y a 120 à 140 000. C'est à peu près tout ce qu'il peut mettre dans la balance. Et je permets de faire une petite incise dans l'actualité parce que c'est intéressant. Les Ukrainiens, eux, ont répondu par quelque chose qu'on a oublié, nous, depuis longtemps, qui est la mobilisation massive des classes masculines, de façon porteur d'effectifs à 700 000. C'est aujourd'hui la différence de balance numérique qui explique l'évolution. On a vraiment une croissance passive des effectifs jusqu'en 1945, décroissance jusqu'à un niveau historiquement très bas, avec tous les débats, notamment en France, sur faut-il reconstituer certains régiments, etc. Faut-il, à l'éternel serpent de mer, faut-il revenir à un service militaire diffus, réduit, faut-il faire signer massivement des contrats de réserve, etc. Bref, on se rend compte qu'à nouveau, la guerre a besoin d'effectifs, alors qu'on vivait sur l'idée qu'elle n'avait finalement besoin que de quelques troupes de choc extrêmement professionnelles, capables de frappe chirurgicale, et que, grosso modo, ça ne concernait pas trop la masse de la population. Là, c'est cette espèce de paradigme qui s'est installé, surtout après la chute de l'URSS, qui est en train de se déliter sous nos yeux. Je réenclenche la marche arrière pour revenir à une autre rupture qui est, à mon avis, alors vraie ou fausse rupture, c'est une question qui est collective. Vous avez dirigé un collectif qui s'appelle Les Mythes de la Grande Armée, avec Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Vous avez des raisons d'insister, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est que nos curseurs ne sont pas forcément bons quand on aborde l'histoire de la guerre. Qui sait que l'artillerie, l'emploi de l'artillerie date véritablement du Moyen-Âge? Qui sait que les armées de masse datent de Louis XIV? Napoléon, qu'est-ce qu'il apporte? Et parce que la mobilisation de masse, la première, avec des bémols d'ailleurs, c'est la Révolution française. Napoléon, c'est quoi? Pourquoi c'est une date charnière dans les mémoires collectives avant d'esquisser le 19e siècle? Ce
Son vrai fils, c'est quoi? C'est lui-même. Pour moi, c'est ce cerveau absolument exceptionnel, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les Corses, peu importe. On est bien obligé de reconnaître qu'il a synthétisé à la fois le souverain, donc le chef d'État, et le chef de guerre, et qu'il a mené tout cela à peu près correctement jusqu'en 1812. Après, évidemment, c'est le déclin de l'homme et le déclin de son système. Il a hérité d'un outil de la Révolution, qui elle-même avait hérité de l'ancien régime des armements. La colonne est une invention de l'ancien régime, c'est pas du tout une invention de la Révolution de Carnot, elle a été systématisée par la Révolution. Ce que Bonaparte puis Napoléon amènent, c'est peut-être évidemment l'organisation du corps. Ça, c'est l'organisation du corps et la structure interarmes. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le fait que l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie doivent absolument combattre ensemble. C'est cette gestion du temps et de l'espace qui caractérise Bonaparte. J'ai bien lu avec intérêt dans le Wellington de Clément Houry, dans le Marlborough de Clément Houry, qu'un des points forts de Marlborough, c'est cette capacité à faire converger et à préparer en fait la bataille par une campagne. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de soin à faire circuler ses armées de façon à se surgir là où on ne l'attend pas. C'est un peu la préfiguration de ce qui a fait le bonheur de Napoléon, cette capacité à faire circuler sur des itinéraires différents et à prévoir. Il a aussi innové dans le domaine de la logistique, et n'oublions pas Berthier, évidemment, et la création d'un premier état-major qui est, ce ne sera pas le grand état-major prussien, ce n'est pas tout à fait encore aussi abouti, notamment la planification. C'est un outil de gestion, assez complet qui permet à l'empereur, devant les consuls, puis à l'empereur d'anticiper un certain nombre de manœuvres. Mais vous voyez, là-dedans, il n'y a rien de... Il n'est pas dépositaire de nouvelles armes fantastiques non, il synthétise tout un tas d'acquis. C'est le dernier des classiques, pour moi, en quelque sorte, mais il le fait d'une façon époustouflante. La preuve qu'il ne détient aucun secret, c'est que dès que ses adversaires vont comprendre son système, ils vont immédiatement se hisser à son niveau. En 1813, 1814, 1815, il n'est plus le roi du champ de bataille, malgré quelques fulgurances. Il reste un très grand, Napoléon Bonaparte puis Napoléon restent des très grands combattants de proximité. Les deux plus grandes campagnes de Bonaparte, c'est la campagne d'Italie de 1796-97, et Napoléon, c'est la campagne de France de 1814, qui ont un point commun, c'est un champ d'opération relativement petit, et des masses de manœuvre de 50 à 60 000 hommes. Napoléon, qu'on pense gros, en fait, est très bon dans le petit, et dans l'orchestration de la guerre à taille humaine, ce qui renforce notre conviction que c'est le dernier des classiques. Oui, en revanche, dès qu'on est en comparaison avec Borodino, il y a des masses plus importantes, mais sur le Leipzig, Leipzig, c'est un phénomène intéressant. En 1813, c'est la fin de la campagne d'Allemagne, donc on est en Saxe, et là, tout à coup, le champ de bataille il a été multiplié par 3 ou 4 dans ses dimensions, le nombre de combattants également. Et là, je pense que c'est un des facteurs de l'échec de Napoléon, c'est que c'est trop. C'est beaucoup trop vaste avec les moyens de communication de l'époque, ce sont des estafettes à cheval. Donc là, ils ne maîtrisent plus. On a une extension permanente de la taille d'un paquet, c'est d'un boileau de 6-7 km au maximum. Maximum. À Leipzig, on s'étend sur 25 km. Ça devra contre les Autrichiens en 1866, pareil. Gettysburg, ça va être une quinzaine de kilomètres pendant la guerre de sécession. Et puis après, on arrive à la bataille de la Marne. Vous avez 200 km, retour à un mouchoir de poche à Verdun, c'est une folie des Allemands, ils attaquent sur 10 km, puis à nouveau les offensives de Foch en 1918, où là ça se déploie sur 300 à 400 km, et dans la Seconde Guerre mondiale, on va atteindre des fronts développeurs linéaires qui sont absolument gigantesques. Bagration, par exemple, en 1944, se déploie sur plus de 1200 km. C'est vraiment une dilatation de la bataille, on ne va pas parler de moins en moins de bataille, il y a plus d'opérations, une dilatation en longueur, une dilatation dans la profondeur également, parce que une armée, c'est pas qu'une ligne, c'est aussi des organisations sur les arrières, avec l'intervention de forces de police qui sont dédiées, une reconfiguration complète des moyens de transport, et pendant la Seconde Guerre mondiale,
On atteint, sur les arrières de la bataille de Stalingrad, on atteint plus de 300 km. La bataille de Kursk, c'est également 400 km de profondeur de fortification. Donc vous avez une dilatation dans toutes les dimensions de la bataille. Et on va assister encore une fois à cette même décroissance après 1945, où les batailles, les campagnes vont à nouveau réduire leur dimension. Je voudrais qu'on saute au 19e en faisant un peu parler Anthony Guyon, parce que le 19e siècle, du point de vue, à mon avis, de l'histoire militaire, est avec le 18e, l'enfant perdu en grande partie de l'historiographie. Alors c'est un siècle absolument capital. C'est même un siècle d'innovation et de révolution technique, on va y revenir, mais déjà, la France, qui est aussi notre fille d'Ariane, la France constitue un empire, ses effectifs militaires continuent à croître, même si elle fait peu la guerre, c'est pour ça qu'on en parle pas tant que ça, elle l'a fait en 1870, elle a arrêté de la faire en 1815, elle la refera en 1914, mais derrière tout ça se bâtit non plus un État-nation, mais un empire-nation porté par un idéal qui sera celui de la Troisième République, qui est difficile à concilier, qui est de l'universalisme républicain avec la domination coloniale. Et à l'intersection de ça, je trouve que, comme d'habitude, l'armée dit les évolutions en cours, et vos recherches sur les contingents des colonies au sein de l'armée française sont d'abord, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour vous lire, et nous parler de ce sujet qui reste, pour ceux qui n'ont pas encore le plaisir de lire votre livre, un des schémas manquants capital de la compréhension de l'organisation des armées d'empire. Oui, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les hommes, mais finalement la guerre en situation coloniale est très différente de tout ce qui vient de se dire. 400 000 hommes, c'est quelque chose évidemment qu'on ne va pas utiliser en Afrique. Des troupes d'élite, soyons nets, les troupes qui combattent en Afrique, en Asie, ne sont pas les meilleures troupes du monde. Le matériel, on a un tel manque de respect pour l'adversaire en face que bon, le matériel n'est pas à la pointe de la technologie. Donc si vous voulez, la guerre coloniale est complètement différente de ce qui est mené en Europe. Et Clausewitz avait prédit assez tôt qu'au fur et à mesure de la guerre, la distinction entre civil et militaire s'estomperait. En situation coloniale, elle tombe assez rapidement. La différence entre un combattant et les civils est tombée très tôt. Et bon, on commence avec les enfumades de Bugeaud en Algérie et on va aller jusqu'à Lyotet au Maroc. Donc bien sûr, dans la stratégie, si vous voulez, il y a une modification. Mais la problématique est toujours comment gagner des guerres avec peu de moyens. Il faut engager peu de moyens. Le politique, je renvoie à tous les débats sur l'Indochine dans les années 1880, pourquoi aller investir de l'argent en Indochine? Donc comment est-ce que l'on fait avec peu de moyens des règles de la guerre qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure, mais bon, évidemment, si on prend même les guerres balkaniques, les conventions de Genève ne sont guère respectées, mais l'adversaire sur place, très tôt finalement, va employer la brutalité, et on montre cette brutalité. Avec le développement de la photographie, on voit des photographies qui sont terribles. Je vous renvoie au livre de Daniel Folliard. On montre des villages qui ont été brûlés. Ça, c'est une pratique assez courante de répandre la terreur. Des cadavres qui sont encore fumants. Et donc, il y a une volonté de terroriser l'adversaire au fur et à mesure. Et on va utiliser. L'armée coloniale n'attire pas. C'est-à-dire, dans le recrutement, malgré tous les efforts de propagande, on a beaucoup de mal à envoyer les métropolitains. Et ça, c'est pas propre à la France. C'est propre à tous les soldats européens. Eux veulent tenter ce qu'on appelle l'aventure coloniale. Donc au fur et à mesure, si vous voulez, les contingents coloniaux, mais évidemment on parle des tirailleurs sénégalais, mais la problématique elle est encore plus importante avec les Indiens pour les Britanniques, ce qui va emmener des contingents tellement importants avec la révolte de 1850. Donc finalement on se rabat sur les effectifs locaux, et il est vrai qu'au fur et à mesure, on va penser une sorte de hiérarchie entre les Indochinois, les Malgaches, les Maghrébins, les Africains, et même au sein des Africains, il y a une hiérarchie ethnique. Alors, on parle souvent de race guerrière, par exemple, et l'argument est très pragmatique. Aller recruter chez les Peuls, c'est très compliqué. C'est s'opposer à des révoltes systématiques. Bon, les Peuls, on va en faire des combattants de piètre qualité. Et on va plutôt valoriser les tout-couleurs, les Bambara. Donc, il y a tout un système qui se met en place au fur et à mesure. Donc, on va dire que Bugeaud serait les prémices, mais après, le noyau va se constituer en l'espace de 50 ans, de Faidherbe, jusqu'à Lyotet, avec le Maroc. Et donc, on étudie ces soldats, on voit comment on pourrait les utiliser. Et il faut aussi penser que la France a un déficit démographique avec l'Allemagne. Comment est-ce que l'on compense ce déficit démographique? Alors, on va toujours insister sur le fait que les Français sont les seuls à avoir envoyé des Africains
en Europe. Alors c'est vrai qu'il y a une conception différente du colonialisme, mais il y a aussi du pragmatisme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 620 000 Australiens combattent avec les Britanniques. Donc l'Afrique, si vous voulez, va constituer un réservoir en hommes qui est assez intéressant. Donc finalement, dans les guerres coloniales, très vite, on abandonne les fronts militaires qui peuvent avoir ce côté fascinant qui était dit tout à l'heure depuis Crécy, et on va plutôt s'intéresser aux hommes, comment ils mènent la guerre, et abandonner assez vite finalement le champ de bataille. La part, vous insistez à juste titre, donc les tirailleurs sénégalais pour le public, c'est la création, c'est 1857. Second Empire, une période sur laquelle il reste vraiment énormément à faire. On est à peu près aussi au moment de la guerre de sécession, et alors en vous voyant tous les deux, ça me donne des idées de rapprochement, parce que j'ai quand même l'impression que les stéréotypes sur je déploie tous les guillemets, La Force Noire, qui est un ouvrage, on lit maintenant avec un sourire aux lèvres du général Mangin, mais qui reflète la sensibilité d'une époque, est valable pour la France et valable aussi pour les États-Unis, où la part des contingents de couleur au sein de l'armée américaine, franchement, a toujours été considérable et s'est développé un peu une forme d'idée que la force physique était un palliatif à une plus grande médiocrité intellectuelle. Exactement, oui. Parallèlement à ce phénomène ouvertement raciste d'une certaine manière, il faudrait faire l'histoire des Noirs américains dans la guerre, dans l'armée américaine. C'est passionnant, il y en a sûrement une, mais c'est aussi, pour reprendre ce que disait Anthony Guyon, la guerre de sécession compte aussi parce qu'elle se développe parallèlement à la photographie. Et pour la première fois arrive, peut-être pas exactement la première fois, mais arrivent et sont vues par la population des photos du champ de bataille au mètre carré, le face-à-face, ou juste après le bombardement, et des champs de bataille de massacres collectifs. C'est-à-dire qu'on voit, pour la première fois, c'est pas de la peinture, c'est pas du sketch au dessin, ce sont des photos de dizaines de milliers de cadavres après la bataille. Et je dirais que je fais un saut. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la guerre, mais en revanche, la représentation de la guerre et le rôle que la représentation de la guerre joue aussi dans la guerre, ça, je m'y suis intéressé. Enfin, même inconsciemment, je m'y suis intéressé. Et donc, je pense que la photo joue un rôle et qu'on est dans une nouvelle étape. Ce ne sont plus des photographes de l'armée ou des cinéastes de l'armée. Il y en a eu d'extraordinaires en France, je pense à Pierre Schoendoerffer et à la guerre d'Indochine. Ce sont les soldats qui filment la guerre aujourd'hui. Et ça m'a frappé dans l'histoire de la nouvelle bataille de Kharkiv, par exemple. Ce qui me frappe, c'est qu'il est impossible pour l'état-major d'interdire à un jeune homme de 18 ans, qui est enrôlé, qui est mobilisé, de lui interdire son portable. Les Russes ont été au champ de bataille en février, fin février, les conducteurs de chars, les tireurs, avec leur portable. Ils ont pris des photos, ils ont parlé entre eux, sans circuit protégé. Et donc, voilà, arrive sur le champ de bataille cet objet qui devient de plus en plus indissociable de nos vies privées et publiques, qu'est le téléphone portable. Et à la guerre de sécession arrivent les photos qui vous donnent physiquement le sentiment de la masse qui est tuée. C'est presque l'odeur par moment aussi de la guerre. Jean Lopez, vous êtes d'accord, la guerre de sécession, conflit charnière et matriciel qui nous projette vers la barbarie et les barbaries du XXe siècle. Alors, je mettrais quand même des petits bémols sur les photos de la guerre de sécession. Nous avons, aujourd'hui, presque toutes les photos visibles. Pour moi, la question historique, c'est qu'est-ce qui a été publié à l'époque. Il y a un auteur américain qui s'est intéressé à la question et qui a montré que, en fait, ce qu'on a montré, c'est comme les photos de la guerre de Crimée, on a montré un champ de bataille un peu vide, un peu propre. Au début, on ne montre pas les cadavres. D'ailleurs, c'est un véritable débat au sein des armées françaises. La grande boucherie chez nous, c'est quand même la guerre de 14. Et guerre de 14, les images
qu'ont vu nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, elles sont proprettes. Si un cadavre, il faut que ce soit un Prussien. Mais les cadavres des siens, on ne les montre pas. Donc sur la guerre, effectivement, il y a des photos épouvantables de carnage dans les tranchées à Gettysburg qui sont absolument effroyables. Je pense qu'à l'époque, personne ne les a vues. Elles ont été prises, elles ont été tirées, le photographe les a vues, mais elles n'ont pas été, à mon avis, diffusées. Et c'est un des enjeux des guerres aujourd'hui, et c'est pour ça qu'effectivement, le portable va un peu transcende totalement les choses au fond d'Ukraine, c'est que les armées, depuis 1914, les armées s'efforcent de monopoliser la prise d'image. Le premier pool de correspondants de guerre, dans lequel il y aura Londres d'ailleurs, et je crois de 1915, c'est le premier pool qui est autorisé par l'armée à circuler sur les arrières du front, à interroger les soldats dans les unités qui sont choisies, et les photos, alors très vite on va dire non, pas de photographe privé, on va créer le CPAD qui va monopoliser la photo et diffuser les photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la guerre du Golfe, la guerre de 1991 contre l'Irak au Koweït et celle de 2003 contre l'Irak, l'armée américaine, après le désastre médiatique du Vietnam, avait réussi à imposer une mainmise quasiment totale sur la photographie de guerre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et Alain a parfaitement raison de souligner que ça pose un véritable problème. Alors, pour ces tantistes russes à Kharkov, ça posait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils étaient repérés. Donc ça, évidemment, ça donnait... puisque rien n'était crypté, les Ukrainiens entendaient et lisaient, les Américains leur ont donné tout ce qu'il faut pour ça, entendaient et vraiment en temps réel, pouvaient situer les gars, c'est qu'il y avait des problèmes. On savait par exemple, les massacres de Boucha, ils étaient connus avant. Ils étaient connus avant parce que des photos ont circulé et que ces photos ont été décapitées. Aujourd'hui, tout le monde part avec son portable. C'est vrai parce que le portable, il joue aussi un rôle militaire. Le portable, il permet d'appeler dans une situation difficile un supérieur, de venir donner un coup de main. Normalement, il devrait être crypté, mais même du côté ukrainien, ils ne sont pas tous cryptés. Hein. En plus, il y a un truc très important, c'est le moral du soldat. Il y a un truc qui a circulé dans l'armée américaine, parce qu'il y a un vrai problème qui s'est posé, parce qu'il faut permettre aux soldats d'appeler sa famille quand ça ne va pas. C'est un truc qui m'avait frappé dans le film de Eastwood, c'est sur ce tireur d'élite des Navy qui est en pleine bataille à Bagdad, il est sur un mur et il appelle sa femme aux États-Unis. Regarde, moi je me suis un peu renseigné, effectivement, c'est pas interdit. Alors ça a été fait pour des raisons de soutien moral. Et que là, quand il sent que ça va plus, il va craquer, mais il appelle sa femme, par ses gosses. Ça, c'est un aspect tout nouveau. Mais du coup, il prend plein de photos. Et ce flux de photos, on l'a vu aussi à la prison de Nebraïb en Irak, ces photos, ils n'auraient jamais dû sortir. Autrefois, elles ne seraient pas sorties. Donc là aussi, quand on dit que la guerre, finalement, elle est plus cruelle, est-ce que c'est pas aussi du fait qu'on voit plus la cruauté à l'œuvre que l'époque de Louis XIV, où finalement on était rendu à quelques récits, notamment celui un peu plus tardif, celui de Voltaire, qui avait fixé les quand commence la peinture sur le champ de bataille? Très tôt. Oui. D'ailleurs, les peintures, enfin, au XVIIe siècle, on a énormément de représentations des batailles qui circulent. En fait, il y a plusieurs genres qui sont assez codifiés. Et donc, il y a effectivement le grand tableau de bataille où là, on ne montre pas de mort, ou alors, très, très discrètement, pour montrer qu'il y a quand même une bataille. On se souvient de Van der Meulen et des grands tableaux à la gloire de Louis XIV, mais il y a aussi d'autres types de peintures qui sont souvent d'ailleurs déclinés en gravure, et les gravures, en fait, c'est quelque chose qui circule très bien, qui ne coûte pas très cher, en fait. Et là, par contre, il peut y avoir des scènes de carnage, notamment, alors, en fait, c'est extrêmement stéréotypé, c'est pas forcément très réaliste, mais la représentation classique, c'est un combat de cavalerie où on voit les gens s'écraser les uns contre les autres, les chevaux piétiner les cavaliers morts. Donc, l'idée que cette violence, alors évidemment, on n'a pas de photographie, donc c'est quand même beaucoup plus aseptisé, mais
il y a déjà quand même la volonté de représenter le combat et surtout une appétence très forte des populations pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, la représentation de... voilà, il y a trois grands types. Hein, il y a le chef de guerre qu'on a gesté sur son cheval qui se cadre, la scène de bataille extrêmement violente, et ce qui se diffuse aussi beaucoup, c'est les plans. Et ça intéresse beaucoup de monde de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à Bénal, qu'est-ce qui s'est passé à Malplaquet. Et c'est aussi un élément de propagande. Les plans de la bataille de Bénal sont... donc la bataille de Bénal, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des grandes victoires de Marlborough. En fait, ces plans-là sont imprimés dans la maison même de Marlborough. Et ils sont diffusés à Londres pour servir la propagande du général. Je reviens un instant sur votre livre passionnant justement sur les tirailleurs sénégalais au combat. Leur grand-maman, c'est la Première Guerre mondiale. La force coloniale de la Première Guerre mondiale, il faut lire ce livre. Hein. Les tirailleurs sénégalais sont généralement pas tirailleurs et assez rarement sénégalais. Donc c'est... Alors c'est vrai que c'est le moment qui ressort le plus dans les sources. Maintenant, pour moi, le grand tournant, c'est la campagne du Maroc qui s'ouvre en 1908, puisque l'idée de Mangin, donc son livre est de 1910, mais ça fait une dizaine d'années que ces idées circulent, c'est-à-dire amener les soldats coloniaux sur le front européen. Il faut bien voir que pour tous les Européens, il y a une rupture entre les hommes d'Afrique subsaharienne et les Indiens. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une sorte de test, si vous voulez, le Maroc, puisque les tirailleurs sénégalais ont été utilisés à Madagascar, mais au Maroc, on les fait venir avec leur famille. D'ailleurs, au passage, Mangin n'est pas un grand libéral. Hein. Son livre, évidemment, c'est très très conservateur. Il passe 2 chapitres à fustiger la Révolution française, la révolution industrielle qui a finalement fait de l'homme européen une sorte de lâche. La femme européenne ne fait plus beaucoup d'enfants, les soldats ne sont plus de grande qualité, tandis que l'homme africain finalement a gardé ce contact avec la nature, donc capable de retrouver cette bestialité. Lire Mangin, voilà, c'est replongé là-dedans, mais au Maroc, on fait venir les femmes, on vend la polygamie, et finalement l'idée que l'Afrique est un réservoir inépuisable en hommes, et en vrai combattants sont des combattants nés. Donc le Maroc, il y a beaucoup de clichés sur le Maroc. On en a peu avant finalement sur les tirailleurs sénégalais. Vous voyez la vie dans les camps, des scènes du quotidien. Et là au Maroc, on va diffuser ça. Ce qui fait qu'en 1914, très rapidement, comme ils sont au Maroc, on les fait venir à Sète, et ensuite on va les envoyer sur le front. Il va y avoir une distinction entre ceux qui ont servi au Maroc, qui sont d'authentiques soldats formés, qui se débrouillent pas mal, contrairement à ce qu'on dit, et ceux qui arrivent directement depuis Dakar, qui n'ont pas eu le temps de recevoir de formation, et qui, eux, évidemment, je vous laisse imaginer les problèmes de langue pour transmettre les ordres, qui, eux, ne vont pas briller du tout. Et Joffre, dès le mois d'octobre 1914, dit vous les envoyez dans le sud, et après, ils repartent en Afrique, je ne veux plus voir de tirailleurs sénégalais. Et l'histoire va changer au fur et à mesure, puisque les batailles qui coûtent le plus cher en hommes sont les campagnes d'août 1914. Et dès 1915, finalement, après une période d'hivernage, on va les réutiliser. Et là, on va plutôt se rabattre sur les idées de Lyotet. C'est-à-dire le tirailleur sénégalais est un combattant saisonnier. Il combat du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et pendant 6 mois, on les envoie dans le sud de la France. Donc là, ça devient vraiment structurel, c'est-à-dire c'est constant. Pendant toute la guerre, ils ne combattront que 6 mois de l'année, parfois même le mois d'avril, au chemin des dames. On dit toujours que le chemin des dames a été une boucherie pour les tirailleurs sénégalais, mais par les hommes certes, mais aussi parce qu'ils ont été retirés trop tôt des camps. Donc certains vont attraper des maladies pulmonaires alors qu'ils n'ont pas commencé à combattre. C'est un des grands apports de votre livre qui est présenté comme effectivement l'homme primitif, indestructible dans sa virilité, est extrêmement sensible au déphasage climatique et le commandement ne comprend pas que l'homme noir, Yabon Banania, qui vulgarisera jusqu'au vulgaire cette représentation n'est pas effectivement une force pure, mais un être humain tout simplement. Oui, exactement. Toujours dans le livre de Mangin, en fait, il est persuadé que l'Africain s'adapte partout puisqu'il y a eu la traite. Comme il y a eu la traite, l'esclave s'est parfaitement adapté à l'Amérique. On n'a pas dû dire grand-chose sur l'esclavage en Amérique, mais bon. Et donc on va utiliser ça, et une constante dans l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est le taux d'inaptes dans les commissions de recrutement. Toute période confondue, c'est-à-dire même pas que la Première Guerre mondiale, on est à 70-80% d'inaptes. Donc ici, 2 hypothèses, soit l'homme africain est vraiment faible, soit dans les villages on est assez malin pour cacher des hommes forts,
Il suffit de les envoyer dans les colonies britanniques ou même dans les alentours. Hein. Les forces françaises n'ont pas les effectifs nécessaires pour aller chercher les déserteurs. Et donc, généralement, ce qu'on va présenter, dans les commissions de recrutement, il y a des rapports sur la taille, par exemple, que les hommes africains seront forcément petits. On présente des hommes qui ont une hernie discale, auxquels il manque des dents. Et donc, même, moi, si vous voulez, quand j'avais commencé donc, sur la Première Guerre mondiale, j'étais un taux d'INAB de 70-80%. Mais bon, c'était plus le refus de la guerre, j'associais ça à ce point-là. Mais pendant les années 20 et 30, on reste sur un taux qui ne baisse jamais sous les 70%. Et ce mythe de l'homme fort qu'on a vendu, que Mangin a vendu, hein, n'est pas réel. Souvent, ces hommes ne sont pas bien formés. On va avoir des exceptions. Par exemple, pendant la France libre, la bataille de Bir Hakeim, etc. Donc là, les combattants qui viennent d'AEF vont avoir le temps d'avoir une vraie formation. Et bon, une fois qu'on a débarqué en Provence et qu'on remonte vers Paris, on a l'intelligence de les remplacer par des résistants, par des FFI, pour présenter une armée plus blanche. Alors, ce n'est pas l'argument qui est avancé par De Gaulle, hein, c'est pour évidemment, les pauvres quand même, on ne va pas les envoyer dans le froid alsacien et le froid allemand. Donc encore, bravo pour votre formidable travail. Rupture, la vraie rupture, c'est la Première ou la Seconde Guerre mondiale? Rupture avec quoi? Alors, du point de vue d'innovation technologique, c'est-à-dire, on a l'impression que l'aviation, le char, c'est la Première Guerre mondiale, mais que le véritable emploi, l'emploi plein, c'est la Seconde. Et je vous laisse envie de mettre ça en parallèle avec une arme que connaissent bien mes deux voisins, qui est la cavalerie. La cavalerie disparaît, s'efface pendant la Première Guerre mondiale, disparaît pendant la Seconde. La cavalerie s'efface pas partout. Dans l'armée rouge, elle est maintenue dans l'ordre de bataille jusqu'en 1957, donc après l'adoption des armes nucléaires. Et dans l'armée de Staline, donc entre 1941 et 1945, il y a encore 1,5 million de chevaux, environ 6 corps de cavalerie de la garde, donc pas partout. Et on verra des cavaliers encore dans certaines guerres coloniales. Les Italiens, par exemple, en 1936, 35-36, en Abyssinie. Mais c'est vrai que c'est une arme qui est sur le déclin massif à partir de 1914, une fois passé les premiers mois de la guerre des mouvements. Nos régiments, nos divisions de cavalerie, les Uhlans de l'autre côté, n'auront plus d'emploi, on va les démonter, on va les mettre à pied, et ils vont combattre, faute de mouvement, ça a été la guerre de tranchées, bien sûr. Alors, est-ce que le char et l'avion sont une rupture? Alors, en 14-18, l'avion, il est essentiellement au service de l'artillerie. Hein. On règle, moyen d'observation, on règle l'artillerie, puis très vite, comme on veut aveugler les artilleurs en face, on va inventer la chasse. Les Français ont du mal d'ailleurs à accepter cette idée, pour balayer le ciel ennemi et garder la source d'information visuelle pour soi. L'aviation n'a pas un rôle majeur en 1918. Les chars en ont un dans la toute dernière partie de la guerre, hein, notamment les petits chars Renault français, les FT-17, qui vont permettre aux poilus de s'abriter pendant la progression et d'aller un petit peu plus vite. Mais fondamentalement, c'est pas déterminant. Voilà, dans les grandes masses d'avions et de chars, c'est la seconde Guerre mondiale. On connaît tous plus ou moins ça, ne serait-ce que par le cinéma. Ce sont des déploiements absolument monstrueux. Les soviétiques ont déployé plus de 170 000 chars pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en ont perdu 110 000. Les Américains ont eu des flottes aériennes qui sont montées jusqu'à 40-50 000 appareils qui dévoraient des carburants absolument invraisemblables. Donc là, effectivement, on voit apparaître les grandes chevauchées mécaniques à l'allemande, on voit apparaître les bombardements de masse sur l'Allemagne et le Japon, mais à chaque fois, il y a une sorte de déception de la part de ceux qui avaient tendance à penser qu'on avait l'arme miracle. Le char, on a longtemps pensé qu'il était l'arme miracle. Alors on envoyait souvent par gros paquets tout seul, c'est nos divisions de percées de réserve en 1940, massacrés. Ce sont les gros corps mécanisés de Staline en 1941, massacrés. Ce sont les déboires de la 8e armée britannique en Libye, qui envoie ses régiments et ses brigades blindées tout seuls, sans appui, avec peu d'appui, massacrés. On se rend compte que le char, finalement, c'est
ne peut fonctionner, ne donne son nom que quand il est employé au sein d'un système interarmes, c'est-à-dire avec une infanterie portée, une aviation et une artillerie aussi rapide que lui. Même chose pour l'avion, à la suite des théories du général italien Douai, les Allemands, les Américains, les Britanniques surtout, les bombers Harris, ont pensé que ça suffisait pour réduire complètement l'adversaire. D'ailleurs aujourd'hui, l'US Air Force vit encore, on l'a vu en 2003 en Irak, vit encore sur cette idée que l'aviation ça suffit à régler. Mais tout ça c'est faux, il n'y a pas d'arme décisive à elle seule. C'est un ensemble, véritablement, interarmes qui doit fonctionner. Aucune arme toute seule ne peut donner la victoire, ça n'existe pas. Et certainement pas en nucléaire, puisque nous savons qu'elle détruit toute espèce de victoire et ne peut assurer qu'une défaite finale. Donc je mettrai des bémols, c'est vrai que ça a modifié les formes de la guerre, mais comme disait Claude Suite, la guerre est un caméléon, elle change sans arrêt de forme. C'est pour ça que c'est impossible, très compliqué de faire une typologie des guerres, parce qu'il y a toujours un élément qui va bouger. Si ce n'est pas en termes de matériel, ça va être en termes de formation des hommes, de doctrine de combat, de réflexion stratégique, d'art opérationnel, et aujourd'hui, on le voit, de cybernétique et de moyens de cryptage. Voilà toute la grande supériorité de l'Ukraine, c'est qu'elle bénéficie par exemple des moyens d'observation phénoménaux de l'Amérique, qui connaît le déploiement de l'armée russe, finalement, peut-être mieux que le ministre de la Défense lui-même, et même certainement. Ça, c'est une nouvelle dimension, mais ça non plus, ça ne sera pas décisif. Il faut une armée qui se contenterait de savoir ce que fait l'adversaire et d'écouter ses armes. Qu'est-ce qu'elle ferait de plus s'il n'y avait pas un outil capable de vaincre sur le champ de bataille? Donc là, je rejette cette idée d'arme décisive, de même que bataille décisive, à mon sens, ça veut pas dire... La question suivante, justement, monsieur, question que... On va finir sur une question, c'est une question ouverte. Est-ce que la bataille a été et est encore décisive? Moi, je vois plutôt une accumulation d'éléments, c'est-à-dire quand on parle d'armes décisives, etc., on parle des drones. C'est vrai qu'hier, on avait une conversation sur les drones turcs en Ukraine. Moi, je suis assez fasciné, si vous voulez, on n'en a quasiment pas parlé, mais le 1er août 2022, Ayman al-Zawahiri, la tête pensante d'Al-Qaïda, depuis les années 90, a été exécuté par drone à Kaboul, mais ça a été fait parce que les talibans ont violé les accords de Doha. Donc la modernité, finalement, il y a toujours des hommes derrière. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'armée ukrainienne. Mais bon, en 2012, un certain Barack Obama, un certain François Hollande avait dit qu'en Syrie, il n'y aurait jamais de solution avec Bachar el-Assad. Je spoil la fin, mais Bachar el-Assad est toujours au pouvoir. Et l'armée syrienne, sans lui manquer de respect, n'est pas une armée qui brille par sa modernité. En revanche, 200 à 300 attaques, imaginez, qu'il y a eu au gaz sarin, au gaz moutarde, même au chlore. Donc c'est vrai que l'aspect décisif, finalement, je pense que ça dépend du contexte, ça dépend aussi de la médiatisation, des aides qui sont apportées. Et donc, on parle beaucoup ces derniers jours de l'armée ukrainienne, mais il y a plein d'autres méthodes. Daesh a voulu s'implanter dans le nord du Mozambique. Bon, ils décapitent, ils démembrent, et on reste sur des moyens que je ne qualifierais pas d'archaïques. Mais bon, la modernité ne va pas rentrer en compte. Donc c'est vrai que ce qui était dit, la bataille décisive, c'est peut-être, finalement, on revient sur l'ouverture de Jean Lopez, de la façon dont on pensait l'histoire militaire au début, et maintenant, on montre beaucoup plus d'épaisseur. Alain Frachon. On parlait de la guerre comme un caméléon, c'est-à-dire qu'elle ne cesse de changer de forme, mais on voit bien que la guerre est un flux. Il faut faire attention à ça. Ça ne sert à rien de la figer à un moment, comme on est peut-être en train de le faire d'ailleurs, sur le champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine. Alors on a l'impression qu'on fige ça sur une victoire conventionnelle des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont repris du terrain, ont gagné, mais la guerre est un flux. On ne sait pas trop ce que va donner la mobilisation. Enfin, Jean Lopez serait plus compétent que moi pour en parler, mais on ne sait pas. Et j'aime bien l'expression qu'ont les militaires eux-mêmes parlent du brouillard de la guerre. Dans le brouillard de la guerre, il faut être très prudent. Mais ce que je vois bien, c'est cette idée de flux. Il y a des techniques qui ont marché. Là, les Syriens, plus les Russes, plus le Hezbollah, ont appliqué systématiquement dans les villes
où l'opposition à la majorité islamiste au régime de Bachar al-Assad s'était installée, ont appliqué deux types de bombardements. Des bombardements classiques, ça c'était la plupart du temps les Russes, et des bombardements plus rustiques qui consistaient à faire fuir la population des villes et à isoler les combattants islamistes, ou bien leur proposer une porte de sortie, ne jamais les laisser totalement coincés, leur proposer une porte de sortie pour pouvoir regagner la ville. Et ça s'est passé à peu près comme ça, et finalement, un des éléments, je ne dis pas qu'il a été décisif, parce que je retiens bien cette idée qu'au fond, aucune arme n'est décisive, ou alors elle ne l'est que momentanément, à un moment T du champ de bataille, mais il y a eu une arme quand même qui a compté dans cette stratégie, ça a été une arme peut-être plus de terreur sur la population civile qu'une arme consistant à se battre contre d'autres combattants, c'est le bidon de nitrate d'ammonium. Donc le nitrate d'ammonium était à Beyrouth, sur le port, et c'est le restant qui a sauté, le 4 août il y a 2 ans, mais des norias de camions la nuit allaient chercher les explosifs, on les mettait dans des sortes de bidons, et c'était la plupart du temps, me semble-t-il, des hélicoptères qui les lâchaient sur la population civile. Il ne s'agissait pas de combattre Al-Qaïda ou Daesh plus tard avec ça. Mais il s'agissait de dissocier la population civile de l'opposition armée. Donc, ponctuellement, je pense que cette terreur des bidons, elle a joué un rôle, mais elle a joué un rôle ponctuellement. Si je cherche, je ne dirais pas que ça a été déterminant, mais je sais que ça a joué un rôle. Juste sur la terreur, je pense que tout le monde peut-être nous dire quelque chose de la terreur au XVIIe siècle, notamment à Heidelberg, comme au Palatinat, les armées du XIV ont quand même utilisé contre les civils cette arme. C'était en Alsace, cette arme de la terreur. Effectivement, dès le XVIIe siècle, en fait, on parle de bombardement. Alors évidemment, à l'époque, on a déjà justement l'idée d'une attaque verticale, parce qu'on va utiliser contre les canons contre les soldats et les fortifications sont des canons à tir droit. Par contre, contre les populations, pour effrayer une population et la forcer à faire capituler la ville, on va utiliser des canons à tir court, des mortiers, qui n'ont pas une grande utilité militaire, mais qui sont chauffés à blanc et qui vont tenter de brûler la ville. Donc c'est vrai que dès Louis XIV, on pourrait revenir avant, sous dans la guerre de 30 ans, il y a eu aussi des méthodes de terreur pour forcer les populations à rejoindre tel ou tel camp, mais on théorise le fait, et ça c'est Louvois qui est le ministre de la guerre de Louis XIV, que plutôt que de mobiliser des armées gigantesques, ce qui va coûter absolument une fortune, et d'essayer d'affronter l'adversaire, ce qui crée des morts, et donc on doit recruter de nouveaux soldats, c'est bien compliqué, il vaut mieux peut-être faire peur à la population, soit par des destructions ciblées, comme à Heidelberg, soit par des bombardements, comme à Bruxelles, qui est bombardé dans les années 1690, pour que la population se révolte contre sa propre garnison et contraigne le gouverneur local à capituler. Donc c'est vrai que dès le XVIIe siècle, et évidemment on pourra remonter encore auparavant, la dimension psychologique et le rôle des populations civiles dans un conflit est parfaitement pris en compte. Bon, vous avez vu que le principe, c'est d'ouvrir beaucoup de questions, et je vais vous en poser une autre qui va vous permettre de continuer à démontrer avec allégresse tout ce que vous croyez savoir sur la guerre. Il y a un livre très célèbre de John Keegan qui s'appelle L'Art du commandement. Donc, comme on croit au mythe de la bataille décisive, on considère qu'il y a des génies militaires qui, de temps en temps, renversent totalement l'échiquier. Vous signaliez le cas de Napoléon Bonaparte. Donc, autre question ouverte. Est-ce que l'ère du grand commandant, du grand capitaine, est révolue par l'avènement de la technologie, pour le dire en termes encore plus simples, est-ce que la technique a découronné l'homme comme facteur central dans la guerre? Il y a eu tout un débat aux États-Unis quand il y a eu l'opération Tempête du désert en 1990-91 sur le rôle exact de Norman Short. Le commandant américain, le New York Times avait titré la première victoire de l'ordinateur. J'ai gros doute. C'est un sujet extrêmement difficile parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle pénètre à toute vitesse
sur le champ de bataille, les aides à la décision dans les états-majors, enfin, le Pentagone est un des plus gros consommateurs d'énergie au monde parce que c'est lui qui a les plus gros ordinateurs. Donc c'est vraiment, tout est disséqué, quantité d'aide à la décision, de scénarios alternatifs, tout est calculé comme une espèce de super jeu vidéo, méga plus, je ne sais plus où trouver les adjectifs, pour vraiment montrer la dimension, la profondeur, l'ubiquité de ces simulations. Quel est le rôle là-dedans? Ben, il faut quand même qu'à un moment donné, un homme ou une femme, parce qu'on verra bientôt une femme commandant en chef, c'est à un moment donné de dire j'attaque ou j'attaque pas. Et c'est surtout de se méfier toujours du renseignement qu'il lui apporte. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement absolument certain. Puisqu'on est dans un contexte de guerre en Ukraine, on a vu avant le 24 février, donc avant l'attaque de l'armée russe, les Américains ont parfaitement détecté, et prévenu le monde entier, ont détecté des concentrations massives de matériel et d'hommes, en Biélorussie, dans le sud, en Ukraine, clairement. Mais, ça c'est un élément juste. Mais comment interpréter ces mouvements? Et c'est là que tout le monde s'est empoigné. Certains disaient c'est de la démonstration, c'est pour faire pression, il commence à marchander. Il ne va pas attaquer, il veut simplement montrer ses muscles pour amener le pouvoir de Kiev à se débarrasser de Zelensky, qui semble lui pas très impressionné par tout ça. D'autres ont dit, bah oui, alors c'est une grosse diversion. Bon, ça a été la thèse de certains milieux aujourd'hui qu'on trouve beaucoup sur Internet, c'est la concentration en Biélorussie et la marche vers Kiev, c'est une énorme diversion. Non, c'était une énorme raclée, mais pas une énorme diversion. C'était pas fait pour dégarnir le front sud. Donc tout ça, il faut et là, les meilleures données de satellitaires infrarouges ne vous donnent pas la réponse à que va faire l'adversaire. A-t-il véritablement les moyens? A-t-il la volonté d'attaquer et où? J'amènerai juste un bémol parce que un des commentateurs de BFM TV, vous connaissez sans doute, c'est Michel Goya, qui est aussi auteur de la Maison de Perrin. Michel Goya attire mon attention sur un fait. Il m'a dit dans l'immense masse d'informations qu'a reçu le Pentagone et la CIA, presque aucune ne donnait l'indice certain d'une attaque russe, sauf un, dit-il. Il a commandé un régiment d'infanterie de marine, c'est un peu de quoi il parle. Il dit c'est quand on a détecté l'accumulation de poches de sang, de bandes de sang, sur les arrières immédiats de la frontière. Et il dit c'est une ressource qui est exorbitante, hein, je j'ai oublié le prix, mais c'est hallucinant le coût du sang, hein, ça c'est un aspect de la guerre évidemment, qui n'est pas très remisant, mais il faut l'évoquer. Et cette concentration de matériel de réfrigération et de dizaines de milliers de poches à sang sur les arrières des Russes, c'est l'élément qui permettait de dire oui, il va y avoir la guerre. Je vais répliquer, mais si on pousse le jeu jusqu'au bout, est-ce que ce n'était pas l'élément ultime pour faire croire, même si ça coûte cher, pour faire croire qu'on allait attaquer pour être pris au sérieux? Donc je persiste à penser qu'il n'y a pas d'élément absolument certain qui puisse dire il va attaquer tel jour, à tel endroit, dans telle direction. Et ça, je pense que c'est le rôle du chef, à un moment donné, de prendre par des voies qui m'échappent, qui ne sont pas seulement celles de la raison, je pense, pas seulement, parce qu'il y a trop de facteurs à peser, il va se faire aider, il va consulter ses adjoints, il va consulter les ordinateurs, mais à un moment donné, il faut dire, il faut y aller. Et donc, il faut endosser la responsabilité politique. Et pour Margaret Thatcher, on a gardé Manwin, par exemple. Mme Thatcher n'a pas fait, c'est pas le stratège. Hein. C'est politique. C'est politique. Elle a fait une décision. Il se trouve que son ministre des Affaires étrangères avait dit non, pas question, on va discuter au Conseil de sécurité. Et c'est son amiral qui, en court-circuitant un peu tout le monde, lui a dit mais si, on a les moyens de rassembler une flotte et on va y aller.
Et elle a choisi, pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer ici, elle a choisi d'aller en guerre. Mais elle n'est pas le stratège. Elle est le politique qui a décidé d'aller en guerre. Après, le stratège, lui, a trouvé les moyens d'aboutir aux objectifs qui ont été définis par Thatcher, qui était la récupération des îles. Ça, c'est une chose. Et les rôles sont bien partagés, là. À part pour Napoléon. Pour vous, vous disiez qu'il était le plus grand chef. Je pense que s'il y a un facteur humain qui a pesé dans une guerre, c'est vraiment l'équation personnelle de Bonaparte. Oui, je pense. Pas jusqu'au bout, encore une fois. Ça a même probablement été contre-productif à la fin. Mais je pense que c'est quand même un cas. Et puis bon, peut-être dans les histoires antiques, mais il y en a si peu de sources. Pensez à Alexandre. Ce qu'a fait Alexandre, enfin, défi d'imagination. Mais le paradoxe, c'est que trois des plus grands stratèges de l'histoire de l'humanité, des commandants aussi, comme c'est César, Alexandre et Hannibal, sont l'antiquité où on manque encore cruellement de sources. Donc à se demander si... Enfin, il y a les sources, bien sûr, mais enfin, tout de même, on est très mal renseigné sur la prise de décision, par exemple. C'est sûr que si on lit les commentaires de la guerre des Gaules de César, on peut trouver que César est un génie. C'est un monument assez protoir. Donc, Alain Frachon, la guerre, c'est encore une affaire d'hommes ou c'est devenu un grand jeu technologique filtré par le renseignement? Non, moi je crois aussi, c'est une affaire d'hommes, bien sûr. C'est une affaire d'hommes ou de femmes, et de décisions politico-militaires à un moment. D'ailleurs, ça pose un cas très intéressant, c'est sur quelle base Poutine croit-il que ces chars vont rentrer tranquillement à Kiev et qu'il pourra changer le régime en 10 jours? Sur quelle base? Sur quel type de renseignement? Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des diplomates russes, ils étaient extrêmement bien informés, polyglottes, et leurs papiers étaient très précis. Alors, est-ce qu'il les a reçus? Est-ce que les papiers sont venus? Pourquoi n'y croyaient-ils pas? Ils l'ont sûrement dit, vous savez, il y a un sentiment national assez fort, exacerbé depuis 2014, depuis l'affaire de Crimée, et ça ne sera pas une partie de plaisir. Visiblement, dans le système soviétique, tout le monde mentait. Le système soviétique est un mensonge de masse. Mais il y a une administration qui avait le droit impunément de ne pas mentir. C'est le KGB, le FSB aujourd'hui, les services de renseignement. Donc je pense que là, il se passe quelque chose dans la tête de Poutine et exclusivement dans la tête de Poutine. Anthony Guillon, même question, même réponse. Non, oui, je pense qu'on se retrouve évidemment sur c'est une affaire d'hommes, de femmes, pensons à Condoleezza Rice, et c'est aussi une affaire de moyens, mais je pense que la guerre c'est quand même quelque chose de relativement épais. Les 20 ans de lutte contre le terrorisme sont assez intéressantes là-dessus, puisque on a tous finalement cette photo d'Hillary Clinton et Barack Obama quand les Navy Seals sont rentrés à Abbottabad pour tuer Ben Laden. Mais finalement, ça c'est le résultat d'une stratégie qui a été menée sous Bush. Et c'est pas Bush avec ses petits bras qui a décidé ça, c'est George Tenet, le directeur de la CIA, et qui commet des erreurs, c'est-à-dire la prison de Guantanamo, mais par la torture, notamment sur Khalid Sheikh Mohammed, c'est là qu'ils ont obtenu l'information, le nom du messager. Donc la torture par noyade qui a été extrêmement longue. Et ils ont fini par avoir ce nom qui va être extrêmement précieux. Mais après, derrière, il y a les renseignements pakistanais, il y a les services d'écoute. Et finalement, l'action des Navy Seals, et cette photo qui devient la gloire d'Obama, c'est le résultat de quasiment une décennie de travail. Donc c'est plus l'accumulation finalement de décisions humaines qui tâtonnent, qui commettent des erreurs, qui réussissent, qui sont remplacées, l'intervention du politique. Et donc finalement, à l'heure actuelle, attribuer à un seul homme une décision militaire, je ne parle pas encore une fois d'une décision d'attaquer, d'une décision de déclencher la guerre, mais qui fait qu'on va prendre le dessus ou non sur l'autre partie, je crois qu'on est tous d'accord pour dire il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, et comme d'habitude, c'est de l'histoire, c'est compliqué. Le brouillard de la guerre, est moins épais, probablement, mais je pense qu'il est toujours là. C'est-à-dire la difficulté à peser une situation et à se décider. Je crois que dans ce domaine, évidemment je ne suis pas dans la tête des Poutine, mais je crois que dans ce domaine, un des éléments importants dans la prise de décision du chef, c'est l'image que vous avez de votre adversaire. Par exemple, Staline avait très peur des Allemands. Vraiment, quand il évoquait la Wehrmacht, il savait véritablement
que c'était un adversaire terrible, et c'est un des éléments, avec l'état d'armée rouge, qui l'amenait à ne pas croire ce qu'on lui disait en 1941, à se laisser se surprendre. Quelque chose qui m'a frappé dans les conversations de Margaret Thatcher avec les militaires anglais, c'est le mépris des militaires anglais pour les Argis, pour les Argentins. D'ailleurs, entre parenthèses, les Argentins vont avec leur mirage, vont se conduire de façon tout à fait remarquable pendant cette campagne. Mais il y avait une sorte de mépris. Et je me demande si dans le cas de Poutine, il n'y a pas cette idée, s'il ne croit pas à son propre discours, à savoir, on n'a pas affaire à une véritable nation, donc personne ne va mourir pour elle. C'est des demi-Russes, ce sont des demi-Russes, c'est quelque chose de... Un petit peu comme notre commandement d'Indochine, parfois, n'a appris que très progressivement à respecter son adversaire, le Viet Minh. Alors, pendant la guerre d'Algérie, je pense que ce respect ne sera jamais obtenu jusqu'à la fin. C'est une des grandes différences, c'est-à-dire ça peut expliquer un certain nombre de choses pour la suite de nos rapports avec ces pays-là. Vous avez raison, Dien Bien Phu est en grande partie une défaite due au mépris, puisque aller s'enfermer dans une cuvette, c'est quand même avec le 10 000 hommes, considérant justement qu'on va fixer tout l'ennemi et l'écraser parce qu'on est des plus forts, est avéré, oui, une des plus grosses fautes, mais vous disiez largement partagé là, par le politique, par le militaire. L'armée n'est pas sans cause. Enfin, en l'occurrence, c'est quand même la faute de Navarre. C'est vraiment du cas de décision. Largement, le gouvernement l'avait dit simplement, il faut se tirer le plus vite possible. Après une victoire décisive. Après, non, une victoire qui puisse être montée en épingle. Même une demi-victoire aurait fait l'effet. Comment terminer une guerre? On en est là aujourd'hui en Ukraine. Sauf qu'on ne voit pas du tout la porte de sortie, mais comment est-ce qu'on termine une guerre? Et vous, Clément Aurine, la guerre, encore vous qui avez vu la guerre du 17e à visage humain, avec la chevalerie, les gestes de l'esprit chevaleresque, quand vous confrontez vos connaissances à l'actualité, est-ce que vous avez l'impression de... c'est plus la même chose? C'est une éternelle retour. Il y a des permanences, et notamment si on parlait de l'Ukraine, et qu'on y doigt, une des décisions les plus importantes en réalité qui est prise, alors si les informations, c'est ce qui se raconte dans la presse en tout cas, qui est prise au début du conflit par les Ukrainiens. Il y a un débat au sein du haut commandement sur faut-il évacuer Kiev ou pas, et c'est Zelensky en dernier recours qui décide de ne pas évacuer Kiev. Évidemment, une évacuation aurait donné des résultats psychologiques très différents. Et en réalité, pendant la guerre de succession d'Espagne, il se passe exactement la même chose. Voilà, le nord de la France est complètement envahi, la frontière toutes les forteresses construites par Vauban tombent les unes à la suite des autres, et à un moment, Louis XIV est prêt à capituler, et on lui propose, un certain nombre de généraux lui proposent de se replier sur Blois, parce qu'ils considèrent que Paris n'est pas défendable. Et donc, à ce moment-là, Louis XIV doit prendre une décision, et la décision qu'il prend, c'est que non, il n'abandonnera jamais sa capitale. Alors, si lui est à Versailles, évidemment, il ne peut pas abandonner Paris, parce que sinon, tout esprit de résistance serait perdu. Et cette décision, en réalité, est la bonne, puisque à la fin, les Alliés s'épuisent. D'ailleurs, eux aussi, donc, dans leur invasion de la France, ils ont une très mauvaise perception des choses. Ils sont convaincus que le gouvernement français est perçu comme arbitraire et que dès qu'ils entreront en France, la population française va se révolter contre son roi, qui est vu comme une sorte d'affreux tyran par les Anglais et les Hollandais. En réalité, il ne se passe pas ça du tout. Ils sont très surpris parce que la population française, justement, soutient le régime, lutte tant qu'elle peut, et c'est pas facile contre l'armée. Et donc, cette décision de ne pas évacuer Paris est, pour beaucoup, dans le rétablissement final de la France dans les négociations de paix de 1713-1714. Merci. Il y a eu le temps des questions, alors j'espère. L'objectif était de très légèrement dissiper le brouillard de la guerre par un panoramique, et que j'espère que nous avons tenu et que moi j'ai appris en tout cas énormément de choses, et je remercie mes interlocuteurs. On a une dizaine de minutes pour les questions de la salle. Si vous voulez vous adresser aux invités du jour, monsieur, voilà. On m'a dit d'attendre que le micro arrive. Bonjour et merci. J'aurais une question sur la guerre totale. Nous ne l'avons pas évoquée. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse et sur les caractéristiques de cette guerre totale? Et j'aurais voulu savoir aussi ce que vous pensiez de l'évolution de l'historiographie contemporaine
de totaliser, je dirais, toutes les guerres et de qualifier de plus en plus systématiquement la guerre de guerre totale. Peut-être Jean Lopez, éminent spécialiste du concept. Pour moi, guerre totale, c'est quelque chose qui est défini pour la première fois en détail par Ludendorff. C'est son bouquin, Guerre totale à Krieg de 1921, je crois, 1922, où il théorise un peu son expérience de la Première Guerre mondiale, parce que avec Hindenburg, il prend à la fois en main l'OHL, c'est-à-dire le grand quartier général de l'armée impériale et royale allemande en 1916, et il s'empare en même temps, ça c'est une grande nouveauté dans l'histoire des guerres, il s'empare des leviers de commande de l'économie, gère directement les discussions avec les grands syndicats de la métallurgie et vassalise totalement la Wilhelmstrasse, donc les affaires étrangères, et met sous le boisseau le Reichstag. Donc en fait, Ludendorff a eu un pouvoir absolument considérable et c'est un truc dans Mein Kampf qui est tout à fait frappant. Hitler plusieurs fois dit on a perdu la Première Guerre mondiale complètement sur le plan de la propagande et de la préparation des esprits. Et ça, je pense qu'il a pris chez Ludendorff, qui reconnaît que la mainmise sur les esprits de la population allemande a été défectueuse. Et dans son ouvrage sur la guerre totale, il définit la guerre totale comme une guerre qui englobera la totalité des populations, hommes, femmes, devant, derrière, où qu'ils se trouvent, et sans limite. C'est une extension indéfinie de la notion de mobilisation des moyens et des esprits. Le concept de guerre totale, il est là. Il va être repris par Goebbels dans un discours très célèbre, je ne porte pas là, c'est en 1943, voulez-vous la guerre totale? Une audience bien chauffée, bien préparée, comme un seul homme, oui, les nazis n'arriveront jamais à d'ailleurs mettre aussi bien au service de la guerre leur outil économique que l'avait fait Ludendorff lui-même. Donc ce concept, il est appliqué d'une certaine façon aussi par des démocraties, mais il n'y a pas autant de fonflons et on ne va pas aussi loin, mais c'est sûr que même aux États-Unis, pays libéral entre tous, il y a Hollywood, les grands journaux acceptent de taire certaines informations, de conditionner l'opinion. On l'a vu en 2003, on l'a vu en 91 aussi. Les journaux américains qui ont une forte réputation d'indépendance ont tout à coup se sont mis à jouer le jeu du pouvoir et ont accepté de conditionner leur propre opinion. Donc je pense que la notion de guerre totale, on peut l'acheter à la poubelle, elle est historiquement datée et elle n'a pas aujourd'hui de... Sauf à penser que tout est guerre. Alors ça, c'est une des caractéristiques de ces dernières années, c'est qu'on voit des guerres absolument... On met tous, et notamment dans le concept de guerre hybride, on met tout sous le vocable de la guerre. C'est-à-dire que maintenant, les interventions sur le cyberespace sont considérées comme de la guerre. L'utilisation de l'arme économique, c'est considéré comme de la guerre. Mais là, je m'insurge contre cette définition. Demandez aux Ukrainiens quelle est la différence entre avant le 24 février et après le 24 février, et ils vous diront la différence de nature de la guerre. La guerre, c'est quand il y a du feu, il y a du sang. C'est tout à fait autre chose. On est dans un conflit ouvert, armé. On ne s'attaque pas indirectement à un cyberespace, même si ça peut faire des dégâts à court terme. Donc, pour moi, il y a quand même encore une frontière assez nette entre la guerre brûlante, et tous les mots qui, après tous les concepts qui après-guerre accordent un objectif. Guerre économique, cyberguerre, guerre de propagande, pour ça, c'est toujours pas la guerre. La guerre, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Ukraine. C'est ce qui nous surprend et nous terrifie tellement d'ailleurs. C'est que c'est vraiment la guerre. Et on n'était pas en guerre contre le Covid, même si le terme a été extrêmement utilisé. Une autre... Oui. Monsieur et monsieur en haut. Monsieur. Oui. Oui, ce serait une question plutôt par rapport à la guerre de succession d'Espagne. Est-ce qu'on a, vu qu'il y a déjà des masses de soldats qui sont engagés, qui sont assez nombreuses, par le chiffre de 400 000 hommes, est-ce qu'on a des traces de traumatisés de guerre? Est-ce qu'on a des traces des blessures psychologiques chez ces soldats de Louis XIV?
Alors là, on manque de sources, malheureusement. Pour les blessures physiques, on a quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui sont les registres d'entrée aux invalides. Les Invalides, c'est l'institution créée par Louis XIV, d'ailleurs celle dont il était le plus fier, où pour la première fois, on s'occupe des soldats vétérans et on ne les laisse pas mendier dans les rues. Et donc, quand un soldat est entré aux Invalides, on précise exactement où est-ce qu'il a été blessé, dans quelle bataille, de quelle façon. Donc, sur les blessés. Alors, évidemment, bon, c'est une petite partie des soldats, mais au moins, c'est une source extrêmement riche, d'ailleurs, qui n'existe absolument pas dans les autres pays. C'est pour ça que toutes les historiographies européennes utilisent les registres d'entrée aux Invalides pour faire l'histoire de leurs propres soldats. Par contre, sur les blessures psychologiques, malheureusement, on n'a rien. On imagine bien qu'il y a quand même un enjeu de réintégration à la société de tous ces soldats qui ont été traumatisés, parce que voilà, les post-traumatic stress disorder, c'est pas quelque chose qui est lié uniquement aux guerres contemporaines, mais par contre, en termes de sources, c'est extrêmement pauvre. Alors si quelqu'un connaît une source dans la salle, je suis absolument preneur. Prochaine question, s'il vous plaît. Merci pour cet échange d'abord. Moi j'avais une question par rapport à la bombe atomique qu'on a abordée très rapidement. Passé 39-45, qui a quand même, mine de rien, changé le cours de la guerre, et qu'on arrive seulement dans un outil de dissuasion, donc il ne sert pas à la guerre techniquement. Est-ce que la bombe atomique a vraiment changé la guerre, ou est-ce que c'est vraiment un outil qui change la guerre aujourd'hui? Peut-être Alain Frachon. Alors, il y a énormément d'ouvrages là-dessus, il y a une littérature gigantesque, notamment française aussi. Mais je vais vous répondre indirectement. C'est d'ailleurs pas une réponse, c'est un élément de réflexion. Moi, j'ai été élevé, peut-être naïvement, dans l'idée qu'au moins sur le théâtre européen, la dissuasion empêchait la guerre. De fait, elle l'a empêchée. Quand on parle de guerre froide, elle était chaude partout. Elle était chaude en Afrique, affrontements entre les deux blocs, elle était chaude en Asie, évidemment. Il y a eu des affrontements entre les deux blocs, même en Amérique centrale ou en Amérique latine. Elle s'est traduite par des conflits avec des gens qui ont été tués. Il n'y a qu'en Europe qu'on a échappé à ça. Autrement dit, cette idée, c'était que la dissuasion nucléaire empêchait l'affrontement conventionnel. Là, j'ai plutôt le sentiment, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais simplement en lisant les journaux, j'en ai fait la réflexion, mais je n'en ai pas parlé à des militaires, qu'au fond, le fait que l'Union soviétique possède le premier ou le deuxième arsenal nucléaire militaire de la planète, l'a autorisé à faire la guerre conventionnelle. C'est-à-dire, il se dit, il y aura toujours une limite à la manière, au soutien que les Occidentaux apporteront à l'Ukraine. Et cette limite, elle est liée au fait que j'ai l'arme nucléaire. Et donc j'ai le sentiment qu'au lieu d'avoir joué un rôle dissuasif, l'arme nucléaire autorise Vladimir Poutine à mener une guerre conventionnelle en Europe, parce qu'il sait que la réplique aura des limites. Peut-être que je me trompe, mais voilà ce à quoi j'ai pensé, sans parler des spécialistes, mais en lisant les journaux. Sans doute l'objet d'un prochain éditorial, pardon, il y avait Monsieur au fond était avant vous, madame, je suis désolé. Oui, bonjour. Ma question porte sur les guerres oubliées, en particulier une guerre dont je n'explique pas très bien qu'elle soit une sorte d'angle mort dans les manuels scolaires, en terminale, en première plutôt. C'est la guerre de Crimée. Et elle semble un peu vampirisée par la guerre de sécession, et pourtant il semble qu'elle constitue une rupture, à la fois l'expression finissante des guerres classiques, et en même temps l'annonce d'un temps nouveau du fait militaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? On va sans doute demander à Jean Lopez. Alors, un tout petit bémol, il existe une très bonne synthèse en langue française que je connais, que je l'ai vu publier, d'Alain Gutmann sur la guerre de Crimée, publié dans la collection Tempus, qui effectivement est parti du même constat que vous pour essayer de réhabiliter ce conflit oublié. C'est un livre vraiment prodigieux, mais dont les ventes sont régulières, mais n'a pas eu d'effet de levier. Il y a des... Le public, le grand public ne s'intéresse pas assez sans doute à cette guerre. Alors c'est une guerre qui n'est pas oubliée par tout le monde. C'est une guerre qui est très présente chez les Russes, par exemple, chez les gens qui s'intéressent à l'histoire russe, parce que ça a cassé le 19e siècle en deux.
les Russes, donc l'histoire c'est quand même que le tsar et son armée veulent reprendre leur poussée au détriment de l'Empire ottoman, en visant toujours les fameux détroits, et cette idée qu'il faudrait faire déverrouiller l'accès à la mer Noire. Il en est empêché par une intervention franco-britannique. En France, on l'a vite oublié parce que c'est un conflit qui est lointain. C'est une projection de force, entre parenthèses, la plus grosse projection de force qui ait jamais été réalisée. Français et Britanniques ont réussi à transporter presque 90 000 hommes, les chevaux, l'artillerie, jusqu'à opérer 2 débarquements, verrouiller toutes les côtes russes. Donc c'est une opération considérable, extrêmement technique, mais qui est restée très circonscrite à la Crimée. Il n'y a eu que des combats dans le Caucase tout à fait éphémères. Donc elle n'a pas duré très longtemps, hein, et elle a concerné essentiellement d'ailleurs en grande partie l'armée d'Afrique, en Crimée. Une grande partie des Zouaves, les Zouaves sont là-bas, donc c'est des professionnels, hein, ça concerne moins le public, puis ça s'est terminé par une grosse bêtise. J'ai renversé mon verre d'eau. Ça s'est terminé par une victoire, donc une glorieuse. On l'a oublié, mais si vous voulez, ces enseignements, pour moi, ces enseignements ne sont importants que dans le domaine de la projection de force, puisque c'est sur cette base qu'ont entrepris les calculs pour les Dardanelles en 1915, quand les Anglais voudront également, avec les Français, renvoyer une puissante force de débarquement. Et pour moi, elle est importante pour les Russes et du strict point de vue technique, du point de vue de la projection de force. Pour le reste, pas de raison de la faire sortir du lot, en fait, hein, notamment en termes d'armement ou en termes de tactique, c'est niveau zéro, hein, c'est des affrontements, des bombardements. En fait, c'est un siège. On a quand même oublié que l'essentiel de la guerre pour très très longtemps, et on l'a dit encore aujourd'hui à Mariupol, l'essentiel de la guerre, ça a été des sièges. C'est une grosse partie de l'activité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Hein. Il y a des fous d'un siège. Alors, on est malheureusement en retard. Je crois que monsieur avait une question au fond. Et madame, peut-être je vais vous demander, je suis désolé de poser des questions brèves, mais j'inviterai les répondants à répondre brièvement aussi, puisque nous ayons déjà évacué la salle. Oui, bonjour. Moi j'avais une question concernant les guerres en dentelle que vous avez brièvement évoquées. On parle souvent de l'avant, des guerres de Louis XIV, de l'après, des guerres de Napoléon, et on trouve peu de choses sur le sujet, puis c'est pareil dans les librairies, quand on regarde les rayons de livres sur cette partie-là, c'est assez rare. Donc je me posais un petit peu la question à quoi c'est dû, parce qu'il y a du très connu avec Napoléon, Louis XIV, avant et après, enfin voilà. Qu'est-ce qui explique un peu le manque d'intérêt peut-être aussi du grand public pour cette période? Alors là, justement, cette expression tellement inappropriée que c'est presque détestable, la guerre en dentelle. On a l'image de Fanfan la Tulipe, avec des guerres qui ne concernent pas les peuples, un peu ridicules, avec des soldats qui s'alignent comme pour un carnaval et qui se tirent dessus alors qu'ils sont bien sagement en ligne. C'est aussi l'image de Barry Lyndon qui montre une forme d'absurdité totale des combats. En réalité, ce système de tir en ligne avait une logique militaire évidente, et l'idée, on connaît, ce que tout le monde connaît par contre, c'est tirer les premiers, messieurs les Anglais. En réalité, dans la théorie militaire de l'époque, il fallait toujours tirer en dernier, parce que c'est ceux qui tiraient en dernier qui étaient le plus courageux et qui avaient un avantage psychologique. Donc voilà, on a gardé de ça cette image de guerre sans trop d'importance. C'est tout à fait faux, parce que d'abord c'était évidemment très meurtrier, et que d'autre part, c'est ça qui a permis, c'est au XVIIIe siècle qu'on a la montée de la Prusse, ce qui n'est pas totalement inintéressant dans l'histoire de l'Europe, ce qui permet excusez-moi, désolé. Dernière question donc pour madame, et après, qui est au premier rang. Merci beaucoup, merci pour tous ces éclairages.
Moi, j'ai eu la chance de lire le livre d'Anthony Guyon hein, sur les tirailleurs sénégalais, qui retrace justement le parcours de ces soldats africains, donc sur le temps long. Et moi, j'avais une question sur les formes de combat. Je voulais savoir si on pouvait observer une certaine continuité des formes de combat, donc par rapport aux guerres de décolonisation, et notamment la guerre d'indépendance algérienne. Merci déjà, vous avez excellent goût au niveau de vos lectures. Une certaine continuité donc, finalement entre la guerre coloniale et la guerre décoloniale. Non, je trouve qu'il y a une grande différence dans le sens où, tout à l'heure je parlais hein, que la guerre de conquête, la guerre d'occupation, est une guerre qui emploie peu de moyens, tandis que finalement si on prend les guerres d'Indochine, les guerres d'Algérie, on va y mettre beaucoup plus de moyens, et notamment pendant la guerre d'Algérie en utilisant les hommes du contingent. Si on prend les tirailleurs sénégalais, on avait parlé tout à l'heure de la Première Guerre mondiale, il y a 200 000 soldats africains qui ont fait la Première Guerre mondiale. Pour la guerre d'Indochine, 60 000 sont envoyés dans la guerre d'Indochine, juste 5 000 pour la guerre d'Algérie, pour deux raisons. En fait, on crée une solidarité musulmane qui n'a jamais eu lieu, et aussi bon, les décolonisations avancent. Donc c'est vrai que la différence, c'est quand même une question de moyens. Les moyens mis, si on prend notamment le cas français, mais aussi certains cas britanniques, les moyens sont plus importants quand même. Merci de votre attention. Je vous invite vraiment à lire les remarquables livres de nos intervenants. Cette belle biographie du duc de Marlborough par Clément Henry. Je viens de vous en parler, les tirailleurs sénégalais d'Anthony Guyon. Ce recueil que chacun d'entre vous doit lire d'Alain Frachon est un livre brillant et qui rend humble et intelligent à l'image de son auteur. Et enfin, parmi la production de Jean Lopez, Kharkov, qui est très éclairant pour comprendre Kharkiv. Et son dernier né, le collectif des végétariennes, se limite à la grande armée qui résume ce qu'on a fait aujourd'hui, essayer de faire de l'histoire sans a priori, et en évitant d'être pris au piège d'une historiographie complaisante, ou héroïsante, ou dépreciatrice. Et une pensée amicale pour l'absent David Fiasson, qui nous aurait parlé magnifiquement de la mort de la chevalerie et du poids des archers à Crécy, c'est brillant comme tout. Et vous trouverez surtout ça sur le stand des éditions Perrin. Et merci.